100% des gens qui vous jugent et qui vous rabaissent sont des gens qui n'ont pas réussi à faire ce que vous voulez faire, qui ont essayé et qui ont échoué, voire même pire, qui ont abandonné. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Un Suisse ne va pas forcément faire confiance comme un Français ou comme un Canadien. Par contre, une fois qu'on a la confiance du Suisse, on l'a. On l'a, et tant qu'on la respecte, tant qu'on la maintient, et tant qu'on l'honore, eh bien, on la gardera. Quand j'ai démarré, j'avais une vingtaine d'années. Donc, j'ai eu des dizaines de milliers de messages sur toutes ces années cumulées, vu qu'on a presque 1 million d'abonnés sur tous les réseaux et qu'on parle que d'entrepreneuriat, de jeunes, très jeunes, qui me posent des questions du type: est-ce que je dois quitter l'école, j'ai envie de me lancer, l'entrepreneuriat c'est facile. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité énorme. Et donc moi j'ai toujours été de ceux qui leur disent: écoute, je suis pas là pour te dire de quitter ou pas l'école, c'est ta décision. Mais par contre, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est pas simple. L'entrepreneuriat, c'est pas rapide. Et avant tout, tu l'as dit, il faut bosser. Et il y a un truc qui vient avec le temps, c'est l'expérience. Et du haut de mes 29 ans, tout mouillé, j'ai encore l'humilité de dire, même s'il y a plein de choses qui se sont passées, même si on a de beaux résultats, même si on a pu accompagner beaucoup de gens, c'est que j'ai encore tout à prouver et que j'ai rien fait. Moi, mon kiff, c'est ni ces events, ni investir, ni tout ça. C'est sauver ces entrepreneurs et ces entreprises. Et le mot est bien choisi, sauver. À part sur les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose. C'est difficile, c'est du sacrifice, tu passes moins de temps avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis, tu fais des erreurs parfois, tu prends les mauvaises décisions, tu as une pression, tu es souvent seul, on en parlait même tout à l'heure, et donc ça leur permet d'être entourés, ça leur permet d'être rassurés, ça leur permet d'accélérer, ça leur permet de casser des plafonds de verre, de stagnation. Et quand je dis sauver, c'est qu'il y a des gens, littéralement, même quand ils sont en croissance ou autre, c'est en gros, soit je trouve des solutions, soit littéralement je mets la clé sous la porte, ou j'arrête mon activité, ou je restructure, C'est comme ça que tu etc. te sens utile en fait. Je me sens utile effectivement, de par le fait de contribuer, de pouvoir accompagner un maximum de TPE, de PME et d'entreprises à structurer et scaler leur boîte. C'est ça qui me nourrit aujourd'hui. Je pense que dans la vie d'un homme ou d'un entrepreneur, quand je dis homme c'est avec un grand H, on a plusieurs déclics. D'où le nom de mon podcast qui était vraiment important pour moi. Et j'en ai eu plusieurs, et j'ai perdu mon père également il y a de ça plusieurs années lorsque je me suis lancé, plus ou moins. Juste avant, j'apprends que mon père est décédé via un SMS de mon grand-père assez particulier, et que ça faisait 2 semaines qu'il était dans le coma, personne m'en avait parlé, etc. Bref. Premier déclic, ressaisis-toi. Prends ta vie en main, personne ne le fera à ta place, et si tu n'aimes pas ton quotidien, tu en es pleinement responsable, à toi de changer les choses. Donc là, j'ai eu ce déclic qui m'a poussé à entreprendre, mais effectivement, cet événement qui a eu lieu du coup le 29 juillet dernier, donc c'est assez récent, et j'étais très proche de ma mère, ça m'a offert un autre déclic, celui de me dire que c'est bien tout ce que j'ai construit et tout ce que je fais, mais faut pas oublier que la vie c'est un marathon. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a un truc sur lequel je ne tolère pas de résigner et que j'ai parfois mis de côté, c'est mon hygiène de vie. J'ai pas besoin de dormir beaucoup, donc c'est une chance que j'ai, et tant mieux. Je bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne consomme aucun stupéfiant ou autre, je mange sainement, je ne mange pas de fast-food, je vais au sport 3 à 6 fois par semaine, voire plus si j'en ai la possibilité. J'ai un coach sportif, j'ai un médecin qui me suit, je prends des compléments par rapport à tout ça. Et ça, c'est un cadre qui me permet d'être performant et de me respecter. Et sans ça, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais au quotidien. Moi, pendant longtemps, j'étais vraiment dans le contrôle. J'avais vraiment une carapace. Et j'étais genre une machine, littéralement. Et il y a plein de choses dans mon quotidien, des déclics via des personnes, via des choses, via des éléments de la vie, qui ont fait que je me suis de plus en plus ouvert et qui aujourd'hui font que je suis juste moi-même. T'es plus chill par rapport à ça. Je pense que c'est le plus important. Et soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Alec, bonjour. Bonjour. On est super content avec Danilo de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation.
Alors Alec, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter, mais ça pourrait être relativement long. Donc moi, ce que je te propose, c'est de Ouais, te faire un petit retour assez spontané et pas trop préparé de ce que je retiens de toi. ok, Et puis, je te laisserai la parole pour compléter. avec plaisir. Alors, Alec Henry, je t'ai vu apparaître dans tes contenus et un peu plus tard avec le podcast Le Déclic. Mhm. Et ce qui m'a plu, je pense, chez toi, bah, d'une part, c'était déjà que tu étais suisse, que tu Ouais. étais roman. C'est vrai il y en a pas, il y en a très peu. Que bah, t'étais super, enfin, tu es toujours super jeune vu que tu vas seulement fêter tes 30 ans, mais voilà. Il y avait ce côté aussi good vibes, assez jeune, dynamique. Je te trouvais aussi très, très humble dans la façon dont tu parlais de ton parcours. Tu vois, encore hier soir, tu as animé une masterclass avec Ting sur, pour les Suisses romans sur l'entrepreneuriat. Et tu expliquais ton parcours passé de voilà, j'étais pas forcément bon à l'école, j'ai bossé à l'usine. Ensuite, voilà, enfin, tu expliques comment aussi d'où tu viens. Ça me parle parce que, et je viens aussi d'un milieu assez modeste, ouvrier. euh, et je me suis pas, non pas reconnue dans ton parcours, mais je me suis dit, c'est quelqu'un vraiment qui a la niaque, qui a eu envie de quitter aussi tout ça pour faire mieux, qui avait de l'ambition, et qui finalement a réussi à tirer son épingle du jeu et à faire son chemin dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu es entrepreneur et tu accompagnes les entrepreneurs. Et d'ailleurs, avec Danilo, on a fait un petit sondage auprès de 300 entrepreneurs Mhm. romans pour pouvoir aussi accompagner notre podcast d'aujourd'hui. Donc, c'était un peu ma vision de Alec. Est-ce que tu as envie de compléter et de mettre d'autres choses en avant par rapport à ça? Je pense que c'est un bon résumé. Euh, Bravo du coup. voilà. Ce qu'on peut dire surtout, c'est que rien ne prédestiné à entreprendre, encore moins à réussir. Tout dépend bien sûr de ce qu'on appelle la réussite, ça reste subjectif pour tous. Euh, et là où beaucoup n'osent pas forcément se lancer, moi je me suis toujours dit que personne ne le ferait à ma place et qu'il fallait se donner les moyens. Tu parlais du fait d'avoir la niaque, de ne pas se trouver d'excuses. Et je pense que c'est ce qui freine la plupart des gens. Euh, les ambitions, on en a tous, des rêves, on en a tous. Malheureusement, notre environnement, notre entourage, bienveillant ou pas bienveillant, peu importe, euh, va faire que certains vont oublier un petit peu ces rêves et puis éteindre progressivement cette flamme pour ne laisser que poussière derrière tout ça. Et je pense que la vie est tellement courte et précieuse qu'il faut au contraire essayer d'attiser cette petite flamme et y mettre de l'essence, y mettre de l'énergie, y mettre de tout ce qu'il faut pour pouvoir la transformer en un brasier ardent. Et c'est ce brasier ardent que je m'occupe tous les jours à entretenir à l'intérieur de moi, d'une part, mais aussi auprès de tous les entrepreneurs qu'on a la chance d'accompagner. Ça fait maintenant 8 ans qu'on accompagne les entrepreneurs. D'abord avec une petite agence que j'avais lancée avec un associé à Lausanne, puis ensuite on a déménagé à Genève. On en parlait en arrivant, vu qu'on est dans un coworking ici. Nous aussi, on avait pris un petit coworking et puis on démarrait. Et puis ensuite, grâce au digital, où j'ai pu m'expandre à l'international, dans toute la francophonie, pour véhiculer un message, celui que tout est possible à celui ou celle qui se donne réellement les moyens. Et puis j'ai lancé différentes boîtes, notamment entrepreneurs.com, qui est aujourd'hui mon projet principal, où on a pu accompagner jusqu'ici plus de 10 000 entrepreneurs, soit à se lancer, soit à accélérer, soit à scaler. C'était l'objet même de la conférence dont Mhm. tu parlais hier soir. Et voilà, humblement, je véhicule un message que j'estime positif et juste auprès de ceux qui sont prêts à l'écouter pour pouvoir continuer à impacter et avancer. Et je suis avant tout passionné. Passionné de gens passionnants et passionné d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs. Donc c'est pour ça que je suis super content d'être ici. Merci pour l'invitation encore une fois. Je le disais en off, mais je le redis ici. Je trouve que c'est hyper positif ce que vous faites parce que vous mettez en lumière l'entrepreneuriat en Suisse romande pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer, qui osent se lancer, qui veulent continuer, développer. J'ai vu justement le sondage, vous m'avez partagé quelques éléments et j'ai vu dans celui-ci que certains avaient des boîtes depuis 1 an, 2 ans, jusqu'à 10 ans ou plus. Certains avaient 0 collaborateur, mais certains plus de 50 également. Donc ça montre aussi la diversité des profils qui nous écoutent et qui sont présents. Et je trouve que c'est vraiment très positif. Et c'est même la raison pour laquelle moi j'ai lancé le podcast à l'époque. J'avais fait un peu un burn-out de la création de contenu. J'en pouvais plus de créer du contenu. Je vivais pour partager. Je ne partageais plus ce que je vivais. Et je voulais retourner à quelque chose de plus pur, de plus sain. Et donc à ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire juste allumer mon micro comme ici et parler avec des gens que je trouve passionnants.
Ah, c'est chouette. Et puis, je fais un petit coucou et merci aussi à David. Ouais, David Banadiba, qui est mon ouais, coach chez IO. ok, Et je vous demanderai aussi peut-être de positionner votre méthode, enfin, Entrepreneurs par rapport à IO et voir en quoi ouais, ça se complète ou en quoi c'est différent. complètement. Merci Danilo donc d'être là pour m'accompagner Avec aussi plaisir. aujourd'hui dans cette modération. J'avais juste envie de rebondir sur le premier point. Tu disais avoir la niaque et puis avoir cette étincelle, avoir ce feu. C'est vrai que j'ai le sentiment que pour retrouver ce mindset et cet état d'esprit dans les gens, il est quand même relativement rare. Et quand on cherche aussi des talents et des gens, enfin, je sais pas toi, mais avec lesquels on a envie de s'entourer, on attend un peu d'avoir cet enthousiasme, cette passion, ce truc, ce feu que j'aime beaucoup chez Danilo, par exemple, quand il a commencé comme stagiaire, j'ai tout de suite senti que voilà, il y avait l'envie aussi d'entreprendre et d'innover, de créer des choses. Et c'est ce que j'aime dans les gens qui travaillent chez Cal Insight. Comment on fait pour garder la flamme? Déjà après, maintenant, ça fait aussi 10 ans que tu es dans Mhm. l'entrepreneuriat. Comment on fait pour justement raviver toujours cette flamme, la garder intacte, garder le feu et aussi s'entourer de personnes qui ont ce feu et cette niaque? Comment la raviver, comment la garder, la maintenir? Je pense qu'il faut savoir pourquoi on fait les choses. C'est la base. Moi, je mets pas en place de rite ou de méthode ou de process ou autre pour la maintenir, la garder, parce que j'en ai pas besoin. Je sais tellement pourquoi je fais les choses que chaque jour, euh, elle est là et elle est de plus en plus présente. Par contre, elle évolue. La raison pour laquelle je me suis lancé dans l'entrepreneuriat à la base, c'était pour être libre. Aujourd'hui, je fais plus ça pour être libre, mais c'est plus pour l'impact et pour le sens que ça donne à ma vie. J'estime même que la raison d'être d'entrepreneurs.com a plus de sens que ma propre existence. Et c'est pour ça que je donne tout corps et âme par rapport à ça, par rapport à ce projet, parce que finalement, l'impact seul que ça peut avoir sur ma vie, que de juste voilà, avoir un quotidien plus agréable ou autre, n'est rien par rapport à toutes les transformations et les changements qu'on peut opérer dans la vie de ceux qu'on accompagne au quotidien. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est ma nouvelle flamme, justement. Euh, Ensuite de ça, comment trouver des gens qui l'ont? C'est des gens qui vont se rallier à la mission et à la vision de l'entreprise avant tout. Premier point. Ils peuvent être complètement complémentaires les uns des autres. On a des gens introvertis, d'autres extravertis. On a des gens plus tech, d'autres plus sales. Peu importe. Et c'est d'ailleurs la diversité qui fait la richesse d'une entreprise, hein. Donc il faut surtout pas aller chercher des gens qui nous ressemblent, mais plus des gens qui nous complètent. Le point, c'est que on doit l'idée par l'exemple. Tu vois, tu me disais tout à l'heure en rentrant, comment tu fais, c'est ça le secret, de dormir 5-6 heures et d'être en forme, parce que j'étais là bien à l'avance et puis je me suis Tu as couché fini tard, tard hier. etc. Mais en fait, c'est parce que je peux pas concevoir d'être exigeant avec ceux qui m'entourent sans être au moins autant, si ce n'est plus exigeant, avec moi-même. C'est pas imaginable pour moi. Donc, de par le fait que je le communique, de par le fait que je l'incarne, de par le fait que je le montre au quotidien, il y a une sorte de sélection naturelle qui s'opère auprès des personnes qui m'entourent et qui fait que ceux qui n'ont pas la capacité, pas l'envie, pas la volonté d'être au niveau, tout simplement vont passer leur tour et vont même d'eux-mêmes nous dire je ne suis pas au niveau, je préfère quitter le navire. Et c'est une pression positive qui va se créer autour des talents qu'on a aujourd'hui chez nous et qui fait que il y a une sélection naturelle, un tri Sélection naturelle sélectif. par l'exemplarité. Ok. Mm. C'est intéressant parce que nous, on fait aussi des enquêtes auprès des collaborateurs de certaines entreprises pour mesurer l'engagement, etc. Et puis c'est vrai que c'est un point qui revient assez régulièrement auprès des personnes qui ont envie de s'engager pour une entreprise, mais au Ouais, final le sont pas parce que il y a un manque d'exemplarité dans le leadership, au ouais. niveau de la direction. Et c'est vrai que ça va aussi dans les deux sens. Mais est-ce qu'au final, il n'y a pas aussi un paradoxe de ce côté-là, puisque ça indique aussi une certaine volonté que les collaborateurs s'engagent aussi à un niveau supérieur. Toi, tu es hyper engagé, tu as un rythme assez important. Est-ce que tu vas exiger aussi d'avoir un investissement aussi important que le tien? Est-ce que ça peut pas créer aussi une sorte de décalage avec les collaborateurs à ce niveau-là? Je pense qu'il ne faut pas exiger un niveau aussi important que le mien, que le sien, etc. Parce que le contexte est complètement différent. C'est pas leur boîte, ils ont peut-être pas le même niveau d'énergie, d'engagement et de volonté au global, et c'est ok. Il faut dealer avec ça. Par contre, le fait est que exiger un certain niveau d'implication, c'est pour moi la norme, c'est la base. Faut pas en avoir honte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on
sait à quel point notre produit, et quelle que soit notre entreprise, qu'on vende un produit, un service, une prestation, un produit physique, digital ou autre, peut vraiment changer la vie de nos clients. Donc tout doit être concentré sur la satisfaction client et la qualité du produit qu'on va délivrer. Quand on sait à quel point ça peut le faire, c'est limite une obligation, c'est un devoir, c'est une responsabilité que de mettre tout en place pour pouvoir impacter un maximum de gens. Et donc, les gens chez nous, typiquement, vu qu'il est question là de notre cas dans la question, comprennent, quel que soit le niveau dans lequel ils sont dans l'organisation, l'importance de chacune de leurs tâches, l'importance de leur contribution, et donc qu'ils soient reconnus à leur juste valeur. Bien évidemment aussi, il faut être ouvert, par exemple, au fait de payer plus cher que la moyenne du marché, d'être plus exigeant que la plupart nécessite de reconnaître les gens à leur juste valeur, parfois même les incentiver à la performance. Ça ne veut pas forcément dire ouvrir son capital ou autre, parce qu'on voit plein de choses type BSPCE et j'en passe, ou d'autres mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour incentiver au capital ses collaborateurs, mais qui sont parfois un petit peu voilà, de la poudre aux yeux, pour être honnête. C'est aussi comprendre réellement euh, la raison qui pousse le collaborateur à être chez nous. Certains chez nous sont là pour apprendre, d'autres sont là pour avoir un environnement de performance, d'autres sont là effectivement pour une raison plus mercantile. Et il y a d'autres raisons qui les poussent à se dépasser. Il faut vraiment comprendre les gens qu'on a en face de soi et de là mettre en place les bons outils, les bons mécanismes pour pouvoir les motiver. Hier, je vous écoutais avec Tang, parce qu'on parle du coup des talents. C'était pas du tout prévu qu'on parle de ça au début de la discussion, mais c'est pas grave. Lui, il disait, au début, on a beaucoup engagé de jeunes et qui n'avaient pas forcément, justement, d'une part, des grosses ambitions au niveau salarial et forcément des grosses expériences, etc., mais qui sont formés sur le tas et que c'est ce mindset qui a fait la différence. Et alors, il a dit, on a compris qu'on pouvait helvétiser un stagiaire en 3 à 6 mois. Et j'avais envie de te faire agir là-dessus. Tu me parlais de peut-être potentiellement ouvrir un bureau sur Genève. Mais est-ce qu'il y a cette volonté d'avoir des équipes de Suisse, made in Suisse pour l'entrepreneuriat en Suisse ou pas forcément? Et c'est quoi un peu ta vision par rapport à cette suissitude? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, pour donner le contexte, uniquement sur entrepreneurs.com, parce qu'il y a d'autres entités au sein de la galaxie entrepreneurs.com, mais uniquement sur la principale, on est entre 75 et 75 et 80 personnes. Je peux parler en Suisse ici, donc c'est cool. On va passer le cap des 100 collaborateurs d'ici les 4 à 5 prochains mois, donc on est vraiment en phase de scaling nous aussi et de grosse croissance. On est présent nos clients sont présents dans une bonne trentaine de pays, donc l'ensemble de la francophonie au niveau mondial. Majorité du coup entre la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et le Canada francophone, ainsi que le reste du monde pour le reste. Donc ce qui nous pousse effectivement à être très hétéroclite et comprendre les enjeux de chacun des entrepreneurs. Parce qu'avec un positionnement comme le nôtre, on peut aider tous les entrepreneurs, c'est notre plus grande force, mais c'est aussi notre plus grande faiblesse, parce que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. C'est une des règles de base du marketing. Donc, on se doit d'avoir de la granularité dans nos messages. Et un entrepreneur suisse n'aura pas les mêmes problématiques qu'un entrepreneur français, qui lui-même n'aura pas les mêmes problématiques qu'un entrepreneur luxembourgeois. Un entrepreneur dans le domaine de l'immobilier n'aura pas les mêmes problématiques qu'une esthéticienne, ou qu'un coiffeur, ou qu'un agent d'assurance, ou on a compris l'idée. Et donc, c'est hyper important d'en avoir conscience. Ceci étant dit, 100% de nos équipes aujourd'hui sont en remote. Tout est question de culture d'entreprise. Oui, on va commencer à prendre des bureaux, etc. Jusqu'à ce jour, on n'en avait pas forcément besoin. Donc, on aura des bureaux à Dubaï. On envisage potentiellement d'en prendre en France ou alors d'une façon différente, parce qu'on fait pas mal d'événements là-bas. Et puis, en effet, à Genève, le but, c'est de structurer. Maintenant, de par exemple, notre pénétration du marché suisse qui est de plus en plus intense, où on a déjà des dizaines et des dizaines de super success stories sur les années précédentes d'entrepreneurs suisses romans qu'on a pu accompagner un petit peu partout et dans tous les domaines, eh bien, on a dû agir en conséquence, sachant qu'on n'avait pas encore de collaborateurs suisses au départ. Donc, on a créé une formation en interne. On croit dur comme fer à la formation, vu qu'on est issu de ce monde-là, mais aussi pour les collaborateurs. Typiquement, je parlais tout à l'heure de ce qui motivait les collaborateurs. Certains, c'est l'évolution. Donc, on investit énormément dans la formation de chacun. On pense aussi que faire monter des juniors à certains niveaux, ça aide énormément, surtout quand on ne peut pas se permettre de payer cher des talents qui ont déjà 10, 15, 20 ans d'expérience, ou qu'on recherche d'autres types de skills que juste un diplôme. Et une de nos formations internes qu'on a créées, c'est une formation qu'on a appelée
appelée helvétisation. Où on apprend à des gens qui ne sont pas forcément suisses à devenir suisses en l'espace de 6 à 9 semaines. Ils vont parler à un Suisse comme s'ils étaient suisses, sans forcément leur mentir ou leur dire qu'ils sont suisses et qu'ils sont nés à Courtepin et qu'ils ont fait le service militaire à X ou Y. Mais je sais à quel point c'est important, que ce soit dans le marketing, dans la vente ou même dans l'accompagnement, euh, que notre interlocuteur qu'on comprend ces enjeux. Et même si on lui le dit, tant qu'il ne le voit pas, tant qu'il ne le perçoit pas, eh Oui, il y bien, aura moins de confiance, quoi. exactement, ça reste non concret, ça reste subjectif uniquement, il n'y a pas de confiance qui peut J'aurais envie de s'établir. te demander, ce serait quoi les 3 éléments clés qui te viennent à l'esprit là spontanément, qui permettent d'incarner ensuite cette compréhension du marché suisse ou de la culture suisse? C'est plus dans l'attitude ou est-ce que c'est dans la connaissance du marché, des consommateurs Ouais. suisses C'est la Si, COP et la Migros ou c'est Alors, c'est drôle que vous posiez cette question. Si je devrais répondre à ça, je dirais qu'il y a 3 choses. La première, c'est effectivement les mots, le lexique. Donc, tu parles de COP Migros, mais il y a des petites expressions suisses qu'on dirait la pas, par exemple, en Panos? France. Non. Par exemple, 70, 80, 90, volontiers. Toutes ces petites choses-là qui peuvent paraître anodines, mais qui font vraiment une différence. La deuxième, c'est l'attitude. Un Suisse, par exemple, donc l'attitude, c'est au global, même dans le process. Un Suisse ne va pas forcément faire confiance comme un Français ou comme un Canadien. Le Canadien, il va voir une conférence en ligne, quelle qu'elle soit, il va voir quelques témoignages, il va poser quelques questions, il va sortir sa carte bancaire et il va être OK de payer plusieurs milliers de dollars, voire plusieurs dizaines de milliers de dollars sans aucun problème. Parce qu'ils ont une autre philosophie de l'investissement et de la formation. Un Français, ça va être différent, ça va être plus sur des émotions de passage à l'action, etc. Alors que le Suisse va être plus rationnel, plus posé, plus réfléchi. Il va prendre plus de temps dans son processus décisionnel pour donner confiance. Par contre, une fois qu'on a la confiance du Suisse, on l'a. On l'a, et tant qu'on la respecte, tant qu'on la maintient, et tant qu'on l'honore, eh bien, on la gardera. Et ça, Lifetime value plus longue aussi. exactement. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Donc, c'est dans l'attitude et dans la compréhension de l'avatar. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important finalement, c'est notre capacité à les aider. Encore une fois, en Suisse, le marché est différent. Vous qui êtes dans les statistiques et dans l'analyse concurrentielle, l'analyse de marché au global, bah, vous le savez, c'est complètement différent que dans d'autres pays à certains égards. Donc, rien que par rapport au positionnement, au marketing, au recrutement, à tous ces éléments, le fait que notre interlocuteur sache et comprenne factuellement par des exemples, par de la valeur, par des outils, par des méthodes, par des choses qu'on lui partage, des documents, des formations, des éléments qui lui concernent spécifiquement lui en tant que Suisse, démontre qu'on maîtrise ce marché. Et c'est hyper important. Et nous, un de nos enjeux, comme je le disais avec entrepreneurs.com, c'est bien, mais on parle à tout le monde, c'est de faire en sorte que chaque entrepreneur ait l'impression que le programme d'accompagnement qui lui a été vendu ait été conçu pour lui uniquement. Moi, je voulais demander si du coup, il y a, enfin, comme là, on parle de la Suisse, il y Ouais. a justement ce process-là pour helvétiser les interlocuteurs. Est-ce que c'est pareil pour les autres pays, pour tous les secteurs? Parce que j'imagine que avec tous les clients que vous avez accompagnés Mhm. toutes ces années, il y a eu une variété assez importante de secteurs, de pays, etc. Mhm. Comment est-ce qu'on fait à être aussi personnalisé sur autant de secteurs différents, autant de pays et de contextes différents? Suivi individuel chirurgical, vous avez mis hier. Ouais. Et moi, j'ai un peu de la peine à croire ça quand même par rapport à des contenus vidéo qui sont quand même bouclés en amont par des cofondateurs de big boîtes qui vont pas donner forcément de leur temps parce qu'on sait que le temps est précieux, on n'en a pas assez. Alors, ce suivi personnalisé chirurgical, il y a un peu des paillettes quand même dans le discours, je trouve, par rapport à l'approche sectorielle. Alors, je peux te challenger, je t'invite à nous rejoindre et Mais nous moi, je suis donner déjà ton chez avis. IO, tu vois. C'est pas grave, tu pourras comparer comme ça. Et, ou contacter 10, 15, 20, 50 des entrepreneurs suisses romans qu'on a déjà pu accompagner et tu leur poseras la question. Mais pour te répondre plus concrètement, je rebondis juste sur ta question Mhm. et puis je réponds à la tienne. Le premier point, c'est que pour la partie pays, parce que c'est différent que les secteurs, pour la partie pays, c'est important d'avoir un membre en interne de l'équipe qui vient contribuer. Typiquement, les Canadiens, ça va être complètement différent que les Suisses, comme je l'ai évoqué, ou autre. Donc là, on a quelqu'un qui vient nous apporter cette patte et cette expertise, cette maîtrise du pays. Pour la Suisse, c'était pas compliqué, vu que je le connais plutôt bien, ce marché, étant suisse, étant né ici et en grandi ici. Donc, pour la partie pays, c'est assez simple. Pour la partie secteur, là, ça va dépendre justement du parcours
d'une part, des personnes qui vont gérer la partie intégration et adhésion à nos programmes, et d'autre part, des experts qu'on va solliciter. Et ça commence à répondre gentiment à ta question du suivi chirurgical. Aujourd'hui, chez entrepreneurs.com, on a 35 mentors complètement différents, qui sont tous des entrepreneurs à la base. Oui, donc ça va être la force du réseau, en fait, et de leur spécificité. C'est exactement ça. On n'est pas sur des consultants extérieurs ou autres, on est vraiment sur des entrepreneurs qui comprennent les enjeux de l'entrepreneur et qui ont tous été soit dans le domaine de l'immobilier, soit dans le domaine... Voilà, on a tous les domaines, vraiment. Les études de marché aussi? Les études de marché également, on a même des entrepreneurs qu'on a pu accompagner qui ensuite veulent tellement rendre à l'appareil, même s'ils ont été clients et que c'est normal de les satisfaire, qui vont faire deux choses. La première, ils vont devenir ambassadeurs et ils vont être disponibles et disposés à donner leur numéro de téléphone à des gens qui doutent, qui hésitent, et ils vont vouloir les convaincre par eux-mêmes sans même qu'on ait à les rémunérer, tellement ça a changé leur vie Oui. à certains Bah, égards. c'est un peu comme David, justement, qui est devenu mentor chez IO. Exactement. Et le deuxième point, c'est typiquement eh bien, des entrepreneurs qui veulent ensuite commencer à intervenir en tant que mentor à nos côtés, mais sur quelques heures par semaine ou quelques heures par mois, dépendant des choses. Donc typiquement, on a par exemple le cas de Loïc Sarieux, qui est paysagiste au Locle, qu'on a accompagné et qui a eu des super résultats, etc., qui à un moment donné a voulu commencer à être mentor et à accompagner certaines personnes. Ok. Donc on a des entrepreneurs suisses dans des domaines convergents, similaires aux siens, qui ont commencé à être accompagnés spécifiquement sur des problématiques liées à son métier. Dans le même temps, on a eu la même chose avec quelqu'un qui s'appelle Florent, qui est dans le domaine de l'immobilier, donc conciergerie et achat-revente et rénovation, et qui lui aussi a eu des problématiques spécifiques liées, alors lui non pas uniquement à son expertise métier, mais aussi à un hyperscale qui a failli lui faire couler sa boîte. Donc il se nourrit de ses expériences. On a pu l'accompagner et l'aider, et maintenant, Ouais, je vois l'idée. derrière, Ok. il peut accompagner et aider d'autres personnes. C'est ce qui fait qu'en fait, le suivi est chirurgical, comme on le dit ici, Ok. même si ça peut paraître être un terme un petit peu marketing et Mm. tiré par les cheveux, je comprends tout à fait, mais je rebondis, tu évoquais les formations en ligne. Les formations en ligne, comme je l'ai dit, c'est simplement parce qu'on a accumulé 7 ans, 8 ans d'expérience avec énormément de contenu, et qu'aujourd'hui, on voit cette bibliothèque Mhm. comme une sorte d'encyclopédie par rapport aux problématiques auxquelles on aurait à répondre. Et plutôt que d'aller demander à ChatGPT Oui, bien ou sûr. Après, ils n'ont plus Google, qu'à les servir dans la bibliothèque, quoi. Oui, je exactement. comprends bien. Par contre, là où la valeur est présente, c'est que 100% des personnes qui eh bien, nous rejoignent ont un audit préalable ultra poussé de leur boîte, de leur entreprise qui est fait, de façon à ce qu'on connaisse et comprenne leur boîte Ouais. mieux même qu'eux. Mhm. Certains sont dans leur boîte depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, et on spot tout de suite des problématiques qu'ils n'ont pas vues, qu'ils ne voyaient pas, qu'ils ne comprenaient pas, basées sur notre expérience personnelle, basées sur des outils qu'on a développés en interne, et même basées sur de l'intelligence artificielle qu'on a développée en interne et qu'on a mis en place pour pouvoir analyser tout ça, backé par les 10 000 entrepreneurs qu'on a accompagnés et toute la base de données qu'on a su constituer. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a fait ce point, on établit des OKR, donc objectifs qui résultent sur 3 mois, et tous les 3 mois, on vient les rechallenger avec 3 à 5 objectifs qu'on aura identifiés. On impose le fait de toujours mettre un objectif sur du chiffre d'affaires et de la marge, en plus d'autres objectifs qui peuvent être propres à l'entrepreneur et sa volonté de croissance ou de restructuration. Et puis, de là, on va avoir d'une part un coach référent qui aura été choisi et sélectionné basé sur le parcours même de l'entrepreneur, son domaine d'activité, etc. Et d'autre part, des experts qui vont monter au fur et à mesure de l'accompagnement et pouvoir eh bien, apporter leur pierre à l'édifice par rapport aux besoins de la personne en question. Donc ça, c'est vraiment cette notion de suivi chirurgical avec de l'intelligence artificielle en continu qui va faire qu'il peut avancer. Et tous les 3 mois, on va pouvoir avancer derrière. Ensuite de ça, il y a effectivement des immersions. Donc nous, par exemple, en 2025, on a 14 événements entre Paris, Genève et Dubaï, où les entrepreneurs qu'on accompagne sont les bienvenus. Et sur ces 14 événements, il y a notamment 2 grosses immersions, qu'on appelle les immersions scaling, pour le programme phare qu'on a qui permet aux entrepreneurs de scaler, où là, on a entre 130 et 200 personnes qui vont être présentes pendant 3 jours non-stop, ultra intenses, où on va d'une part leur apporter énormément de valeur, d'autre part leur permettre de se connecter entre eux, faire du networking, et également leur faire vivre une expérience qui marquera leur esprit. Et pour revenir à toi, Alec, c'est quoi ton gros kiff dans ton boulot? Tu me parlais d'impact. Ouais. Donc, ok, mettre le pied à l'étrier pour que les entrepreneurs deviennent des vrais entrepreneurs et se lancent Ouais. et osent et soient libres. Ouais. Mais c'est quoi ton kiff à toi aujourd'hui? C'est ces events? Euh, C'est d'investir dans des boîtes que tu détectes où il y a un potentiel à développer? Non, moi mon kiff, c'est ni ces events, ni investir, ni tout ça. C'est sauver ces entrepreneurs et ces entreprises.
Et le mot est bien choisi, sauver. Euh, Entrepreneur, c'est un métier. Et il y a beaucoup de gens qui nous font ce feedback, certains avec d'autres mots, etc. Et ça peut paraître un petit peu présomptueux et je mets des pincettes dans ce que je vais dire, mais ils nous le disent. Je suis devenu entrepreneur 2 fois dans ma vie. La première, c'est quand j'ai créé ma boîte. La deuxième, c'est quand je vous ai rejoint. Maintenant, il faut comprendre pourquoi ils nous disent ça. C'est parce qu'en fait, on leur fait comprendre que pendant trop longtemps, ils ont subi leur quotidien. Ils sont à chaque fois à la recherche du prochain client. Ils n'ont pas mis en place des bons systèmes. Ils ne savent pas comment recruter. Ils ne font pas suffisamment de marge. Ils n'ont pas cette capacité à pouvoir aussi maîtriser toutes les facettes qu'un entrepreneur doit maîtriser au quotidien. Et entreprendre, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être simple, c'est loin d'être rapide. Et tous ceux qui diront le contraire, c'est soit qu'ils veulent vous vendre un truc, soit qu'ils n'ont pas même eux expérimenté réellement ce qu'est l'entrepreneuriat dans le dur et quand tu es dans les tranchées. Et donc, aujourd'hui, il ne faut pas se mettre des œillères. À part sur les réseaux sociaux, l'entrepreneuriat, c'est pas tout rose. C'est difficile, c'est du sacrifice. Tu passes moins de temps avec tes proches, avec ta famille, avec tes amis. Tu fais des erreurs parfois, tu prends les mauvaises décisions, tu as une pression, tu es souvent seul, on en parlait même tout à l'heure. Et donc, ça leur permet d'être entourés, ça leur permet d'être rassurés, ça leur permet d'accélérer, ça leur permet de casser des plafonds de verre, de stagnation. Et quand je dis sauver, c'est qu'il y a des gens, littéralement, même quand ils sont en croissance ou autre, c'est en gros, soit je trouve des solutions, soit littéralement je mets la clé sous la porte ou j'arrête mon activité ou je C'est restructure, comme ça que tu te etc. sens utile, en fait. Je me sens utile effectivement de par le fait de contribuer, de pouvoir accompagner un maximum de TPE, de PME et d'entreprises à structurer et scaler leur boîte. C'est ça qui me nourrit aujourd'hui. Même si j'adore être sur scène, bien sûr ça te donne un shoot de dopamine énorme. Moi, ancien timide, introverti, incapable de m'exprimer pour un exposé devant ma classe à l'école, c'est super satisfaisant. Mais c'est pas ça qui m'anime au quotidien. Et le reward, alors ce sera quoi pour toi la récompense? La récompense, Ouais, le moment de dopamine, c'est quand, c'est c'est quoi? leur témoignage. C'est vraiment leur C'est vrai? témoignage. Ouais, c'est On vraiment voit leur que témoignage. sur Leurs avis. LinkedIn, quand je suis allé sur ton profil, on voit que, parce que tu peux donner des recommandations, etc. Il y a quand même pas mal de personnes qui font leur témoignage à cet endroit-là. C'est assez sympa. Moi, je voulais savoir au début du coup de ce process-là, est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que c'est, bah voilà, j'ai envie d'avoir un accompagnement, je suis prêt à avoir un accompagnement, j'ai le droit à un accompagnement, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a une sélection aussi des entrepreneurs, des entreprises que vous accompagnez? Et puis si oui, est-ce qu'il y a des critères particuliers Bah, pour... déjà, il faut entre 20 000 et 70 000 francs de Donc il y chiffre a un d'affaires chiffre par d'affaires. mois. Hmm. Il Oui, faut payer les 10 000 francs de... Enfin, c'est variable entre 5 000, Ouais. 10 000 et 15 000 d'accompagnement. Faut se dégager du temps. ouais. Alors, premier point, il faut déposer une candidature. Et non, tous les entrepreneurs ne sont pas les bienvenus chez entrepreneurs.com, non pas parce qu'on ne veut pas tous les aider, mais parce que parfois ils ne sont pas prêts à être aidés. Et donc nous, quand on s'engage à aider un entrepreneur, on a une responsabilité. Donc on dit oui à quelqu'un que si on a la certitude de pouvoir l'aider. Ça, c'est le premier point. Comment vous déterminez s'ils sont prêts ou pas prêts? Alors, il y a un enjeu de motivation, d'une part. Il y a un enjeu aussi de business model, de modèle économique à l'heure actuelle. Il y a un enjeu de résultat. Tu parlais de 25 000 à 70 000 de chiffre d'affaires. En réalité, même quelqu'un qui aujourd'hui ne gère pas de chiffre d'affaires peut rejoindre entrepreneurs.com. Parce qu'on a 3 programmes. On a un programme pour ceux qui se lancent, on a un programme pour ceux qui veulent accélérer, Ok. et on a un programme pour ceux qui veulent scaler. On a certains entrepreneurs qui font 0, d'autres qui font 5-10 millions de chiffre d'affaires annuel. Ça dépend vraiment. Et à chaque fois, on arrive à personnaliser l'approche pour eux. Et puis, ça dépend aussi de leur capacité à être enseignable. Il y a des gens qui, malheureusement, restent dans leurs idées préconçues et ne sont pas prêts à se remettre en question. Et aujourd'hui, on a la capacité de savoir identifier qui sont ceux-là. Et on préfère dire non à quelqu'un qui veut être accompagné, mais parce qu'on voit qu'on ne pourra pas l'aider. Et je rebondis sur les montants que tu as évoqués. En réalité, c'est même bien plus cher. Et c'est pas forcément ces montants-là. On a des accompagnements qui démarrent à 6 009, par exemple, 9 000, et jusqu'à 27, 30, 40, même certains Ouais, 100 ça va 000. dépendre de ce qu'ils prennent, en Ça fait. dépend vraiment. Et ça dépend, certains, on les accompagne depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, sur des notions encore plus poussées. Mais ce qui compte pour nous, c'est le retour sur investissement. Et rapidement, et c'est le dernier point, et je reviens sur mon parcours, moi, il faut savoir que j'ai dû cumuler 3 jobs, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais rien. J'avais zéro, j'étais agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end, et puis ouvrier à l'usine la journée, parce que je devais avoir des sous pour créer ma SARL. Donc, j'ai ce qu'on appelle bootstrap ma boîte, de zéro. Et donc, j'ai jamais fait de levée de fonds.
J'ai dû être rentable dès le premier jour si je voulais me payer un salaire. Et la plupart des personnes que l'on accompagne, eux aussi, n'ont pas forcément levé de fonds. Donc, nous, notre objectif réel, et c'est pour ça qu'un des premiers objectifs qu'on met quand on les accompagne, c'est du chiffre d'affaires et de la marge, c'est de créer un retour sur investissement, un ROI. Et on a appris avec l'expérience que 100% des entrepreneurs à qui finalement on fait gagner de l'argent et qui nous voient comme une sorte de machine à sous, où mécaniquement tu mets 1 franc et t'en ressors 10 ou t'en ressors 100, bah t'as qu'une envie, c'est de continuer l'aventure avec nous. Parce que tous les bénéfices derrière qu'on t'apporte, ce n'est que du plus. Donc dans cette approche et dans cette optique, on peut se permettre de continuer à pénétrer le marché. Si demain on n'apporte plus de résultats, on se remettra en question parce qu'il n'y a pas de monde dans lequel on ne peut pas avoir une C'est vrai que ça approche donne des héroïste. envies. Après, il y a quand même le côté, on vend un peu du rêve et des paillettes, et puis il y a la réalité où il faut bosser. T'es un Bien gros sûr. bosseur, je suis une grosse bosseuse. Ouais. Je pense que les gens qui réussissent vraiment, ils sont tous quand même des gros bosseurs. Ouais. Euh, Bah, justement, par rapport aux résultats du sondage, on a demandé le déclic qu'ils ont eu pour se lancer dans l'entrepreneuriat. La plupart, c'était pour être libre enfin, d'avoir un équilibre de vie, mais être libre dans ses choix et faire un petit peu ce qu'on a envie de faire et ce qui nous passionne. Ouais. Et d'un autre côté, quand on leur demande les difficultés qu'ils ont, bah, c'est le manque de temps. Donc il y a aussi un petit paradoxe. Toi, comment est-ce que tu vis ça, et aussi dans l'accompagnement que tu fais, est-ce que tu vois une certaine envie d'avoir de la liberté, mais au final, on est un peu enfermé dans notre projet, dans notre entreprise, et au final, on n'a plus de temps pour les choses à côté. Enfin, Ouais. toi surtout, hein. Toi, Toi, Alec, comment tu fais, quoi? Alors, je peux répondre à la question, mais la réalité, c'est que mon quotidien n'est pas, comment dirais-je, représentatif du quotidien de la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent, dans le sens où aujourd'hui j'ai pu structurer l'entreprise. On fait, l'année dernière, c'est plus de 10 millions de chiffre d'affaires juste sur entrepreneurs.com. Cette année, ce sera entre 25 et 32 millions de chiffre d'affaires. Donc on est quand même sur une certaine structuration qui fait que j'ai pu m'entourer, j'ai des équipes, qui fait que je suis sorti totalement Oui, de l'opérationnel c'est ça, aujourd'hui. tu as même nommé un CEO, hein, il y a quelques Exactement, mois. j'ai même Ouais. nommé un CEO qui gère toute cette partie-là. On a un COO, on a tous les C-level qu'il faut pour délivrer derrière. Et ensuite, on a une organisation très précise pour pouvoir structurer, standardiser et avancer sans que je ne fasse quoi que ce soit dans l'opérationnel. Donc mon quotidien, finalement, il est relatif à mes forces et à ce que j'aime faire réellement. Des podcasts, des masterclass. C'est surtout de la stratégie, de la vision, des partenariats, du réseau et 30% de mon temps, du contenu, effectivement. Le podcast Le Déclic, ça me prend à peu près 14 jours par an, donc tout est délégué. Donc 14 jours, c'est surtout pour 13 d'entre eux du tournage. Même la recherche d'invités est déléguée, les montages, la publication, je ne vois pas les épisodes avant qu'ils sortent. Pareil pour tout ce qui sort sur YouTube, pareil pour ce qui sort sur LinkedIn, sur Instagram, je ne gère pas cette partie-là, ou qu'en partie. Donc le but a été vraiment de processer pour gagner ce qu'on a de plus précieux et qu'on ne peut pas acheter, du temps. Et ça, c'est hyper important de le concevoir. Mais quand j'ai démarré, j'étais comme la plupart des entrepreneurs. C'est-à-dire que j'étais au four et au Tu peux tout moulin, faire. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'élément qui fait que la plupart des gens n'ont pas le temps, comme tu l'évoquais, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de la valeur de celui-ci et qu'ils ne se concentrent pas sur des tâches à haute valeur ajoutée. Ils font un petit peu tout, mais surtout, souvent, pas grand-chose à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, par rapport à ce qu'ils auraient réellement dû faire pour pouvoir faire avancer leur entreprise. Parce que tu as toujours une urgence plus importante que la suivante ou la précédente, parce que tu as toujours un mail que tu dois absolument répondre et que tu as oublié, parce que tu as toujours un client chiant à qui il faut répondre ou autre, tu as toujours un devis que tu dois envoyer, tu as toujours quelqu'un qui veut boire un café avec toi ou te voir et te demander des nouvelles et tu culpabilises parce que si tu lui dis pas non, je peux pas parce que j'ai ci, j'ai ça, bah machin. Donc il y a un moment donné où moi, quand j'ai démarré, j'ai accepté de faire une parenthèse dans ma vie pendant 2 ans et demi. Et pendant 2 ans et demi, je ne sortais pas, je ne vivais plus, et la seule chose qui comptait, c'était mon Ouais, il entreprise fallait y et aller à le fond. développement. Fallait y aller à fond. Et il n'y a pas de miracle. Ceux qui vous disent le contraire, c'est encore une fois soit des menteurs, soit des rêveurs, soit qu'ils ont quelque chose à vous vendre. Et il faut vraiment dire les choses. Et moi, je suis loin d'être de ceux, tu parlais tout à l'heure des jeunes qui veulent se lancer, etc. Effectivement, j'ai moins de 30 ans, j'aurai 30 ans cette année, dans quelques semaines. Et quand j'ai démarré, bah, j'avais une vingtaine d'années. Donc,
j'ai eu des dizaines de milliers de messages sur toutes ces années cumulées, vu qu'on a presque 1 million d'abonnés sur tous les réseaux et qu'on parle que d'entrepreneuriat, de jeunes, très jeunes, qui me posent des questions du type: est-ce que je dois quitter l'école? J'ai envie de me lancer, l'entrepreneuriat c'est facile. C'est une responsabilité, hein, C'est une quelque part. Ouais. responsabilité énorme. Et donc moi, j'ai toujours été de ceux qui leur disent: écoute, je suis pas là pour te dire de quitter ou pas l'école, c'est ta décision. Mais par contre, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est pas simple. L'entrepreneuriat, c'est pas rapide. Et avant tout, tu l'as dit, faut bosser. Et il y a un truc qui vient avec le temps, c'est l'expérience. Et du haut de mes 29 ans, tout mouillé, j'ai encore l'humilité de dire, même s'il y a plein de choses qui se sont passées, même si on a de beaux résultats, même si on a pu accompagner beaucoup de gens, c'est que j'ai encore tout à prouver et que j'ai rien fait. Et je pense que c'est hyper important de rester les pieds sur terre, même si on a la tête dans les étoiles, pleine d'ambition et la volonté de tout exploser, de chaque fois se remettre en question et d'être toujours prêt à apprendre et à avancer, quel que soit son niveau. Qu'on veut y aller chercher son premier client ou qu'on ait déjà fait 100 millions ou gagné plus d'1 milliard à ses clients, peu importe. Il faut toujours, toujours être dans cette dynamique, surtout dans l'entrepreneuriat et surtout dans un marché comme ici en 2025 où les choses évoluent très vite. Tu parlais de ce que tu as appris. Il y a toujours à apprendre. Tu m'as partagé en arrivant que tu avais perdu ta maman il y a quelques mois. Ouais. Moi, quand j'ai perdu la mienne, donc je venais tout juste de me lancer, ça faisait 1 mois que j'avais décidé de créer ma boîte. Et elle est décédée assez rapidement. Ça a été assez compliqué de vivre tout ça en lançant la boîte, en vivant ce moment. Et par contre, mais vraiment sincèrement l'impression que j'ai jamais autant appris sur moi qu'à ce moment-là. Et que peut-être je me dis, ben, c'était une chance et une malchance que ça arrive aussi à ce moment-là. Est-ce que toi, sur ces 6 derniers mois, tu as le sentiment que tu as appris quelque chose dans ton développement personnel par rapport à ce que tu as vécu parce que perdre une maman, c'est vraiment... Ça déconstruit. Enfin, je sais pas, il y a un truc où, au niveau de la colonne vertébrale, ça fait mal. Est-ce que tu as le sentiment que tu en as retiré quelque chose de positif ou c'est trop tôt pour le dire? Je pense que dans la vie d'un homme ou d'un entrepreneur, quand je dis homme, c'est avec un grand H, donc d'une femme également ou autre, on a plusieurs déclics. D'où le nom de mon podcast qui était vraiment important pour moi. Et j'en ai eu plusieurs et j'ai perdu mon père également il y a de ça plusieurs années lorsque je me suis lancé, plus ou moins, juste avant. Donc c'était il y a plus de 10 ans maintenant, même si le temps passe vite. Et j'ai eu un premier déclic, celui que la vie est trop courte et que je devais absolument me reprendre en main. Donc je repose le cadre, hein. J'étais quelqu'un de timide, introverti, je me suis réfugié dans les jeux vidéo, j'ai joué jusqu'à 15-18 heures par jour tous les jours pendant plus de 10 ans. J'étais un cancre à l'école, je me suis retrouvé donc ouvrier à l'usine. Il n'y a pas de saut métier, mais j'avais pas forcément de grandes perspectives d'avenir. Et là, j'apprends que mon père est décédé via un SMS de mon grand-père, assez particulier, et que ça faisait 2 semaines qu'il était dans le coma, personne m'en avait parlé, etc. Bref. Premier déclic, ressaisis-toi. Prends ta vie en main, personne ne le fera à ta place. Et si tu n'aimes pas ton quotidien, bah, tu en es pleinement responsable, à toi de changer les choses. Mhm. Donc là, j'ai eu ce déclic qui m'a poussé à entreprendre, qui a ravivé cette flamme qui était perdue en moi, qui était éteinte, et qui m'a donné l'envie vraiment d'aller chercher du résultat. Ça m'a permis d'avoir la force de mettre entre parenthèses tout ce qui pouvait compter pour moi, pour aller chercher cette liberté que je convoitais et que j'ai pu atteindre assez rapidement. Au fur et à mesure du temps, il y a plein de gens, plein de choses, plein de personnes qui m'ont offert d'autres déclics, certains plus intenses que d'autres. Mais effectivement, cet événement qui a eu lieu du coup le 29 juillet dernier, donc c'est assez récent, et j'étais très proche de ma mère, ça m'a offert un autre déclic, celui de me dire que c'est bien tout ce que j'ai construit et tout ce que je fais, mais faut pas oublier que la vie, c'est un marathon avant tout, et que ce qu'on a de plus important, c'est notre santé et c'est notre temps. Et ça m'a poussé à revoir ma façon de voir les choses, de voir le business. Quand on a appris la nouvelle pour son cancer et qu'elle est tombée malade, eh bien, c'est plus ou moins à ce moment-là qu'on commençait à être en très forte croissance sur entrepreneurs.com, que j'avais commencé aussi, ou juste après, à chercher à recruter un CEO et à structurer différemment l'entreprise. Donc, je m'étais intégré dans cette notion de me dire, ne te concentre que sur des tâches à haute valeur ajoutée, que là où tu apportes le plus de valeur, et vois l'entrepreneuriat différemment.
Et c'est aujourd'hui ce qui me permet d'avoir cette posture où j'ai pu prendre beaucoup plus de maturité sur mon marché, sur ma vision, mais sur ma personne, et donc de créer une harmonie, un équilibre. Et aujourd'hui, par exemple, s'il y a un truc sur lequel je ne tolère pas de résigner et que j'ai parfois mis de côté, c'est mon hygiène de vie. J'ai pas besoin de dormir beaucoup, donc c'est une chance que j'ai et tant mieux. Même si c'est important de dormir et que je traque mon sommeil avec des bracelets connectés ou autres, que je fais des prises de sang tous les 3 mois pour voir ma santé, mais mon hygiène de vie c'est hyper important. Je bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne consomme aucun stupéfiant ou autre, je mange sainement, je ne mange pas de fast-food, je vais au sport 3 à 6 fois par semaine, voire plus si j'en ai la possibilité. J'ai un coach sportif, j'ai un médecin qui me suit, je prends des compléments par rapport à tout ça. Et ça, c'est un cadre qui me permet d'être performant et de me respecter. Et sans ça, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais au quotidien. Aussi, le fait d'avoir un équilibre émotionnel. Typiquement, pendant longtemps, je ne mettais pas forcément les relations, notamment le couple, comme un pilier dans ma vie, parce que peut-être j'avais pas forcément rencontré les bonnes personnes, etc. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être avec la bonne personne, et du coup, elle a aussi cette philosophie d'entrepreneur, mais elle a permis de révéler en moi, non pas juste l'Alec Henry business et la machine que pendant longtemps on a connu sur les réseaux, mais aussi l'humain que je suis au fond de moi, et donc de trouver cet équilibre et cette harmonie qui fait que à chaque fois lorsque j'ai ces zones, ces moments où je peux me reposer, je peux profiter, je peux respirer, que ce soit avec elle ou avec des proches, ça me nourrit et ça me permet de recharger mes batteries pour pouvoir repartir encore plus fort. Donc je suis plus dans une optique aujourd'hui, grâce à cette expérience notamment et d'autres choses, où le peu de fois ou le peu de moments où je vais être dans le fait de travailler, je dois impacter. Alors je dis le peu de fois, le peu de moments, je travaille quand même plus de 15 heures par jour et j'arrête jamais, mais c'est mon quotidien. Mais par contre, je ne le ressens pas comme du travail, je ne le ressens pas comme une contrainte, parce que j'aime ce que je fais au plus haut point. Je me verrais faire rien d'autre de ma vie et de mon quotidien. Je suis hyper épanoui et je ne souhaite rien de plus à quiconque que de ressentir cette gratitude et cette envie, cette énergie, cette satisfaction que de faire quelque chose qu'on aime tous les jours. Donc je pense que c'est ça la vie, c'est une succession de déclics qui fait que tu grandis en tant qu'homme, avec un grand H encore une fois, et que tu peux te remettre en question. Et certains malheureusement ont besoin de déclics comme ceux-ci pour comprendre la valeur des choses, ce qui est mon cas. Et j'espère qu'avec ces quelques mots, parce que c'est une des premières fois que je parle de cet événement en podcast, ça puisse créer peut-être un déclic dans l'esprit des gens, de savoir à quel point ils ont de la chance que d'avoir déjà la santé, du temps, leurs proches, leur famille en vie à leur côté, et qu'ils puissent profiter avec eux tout en continuant à avancer et en se faisant confiance, en ayant vraiment confiance en leurs capacités, et d'arrêter d'écouter les échos, on dit à gauche, à droite, que l'entrepreneuriat, non, mais trouver un job, c'est mieux, arrête de rêver, redescends sur terre, etc., etc. Je connais personne, mais vraiment personne, hein, qui a vraiment réussi et qui a vraiment des résultats, qui vraiment est inspirant par la personne qu'il est devenu et qui a vraiment du succès, qui rabaisse les autres et qui juge ceux qui veulent vraiment avancer. 100% des gens qui vous jugent et qui vous rabaissent sont des gens qui n'ont pas réussi à faire ce que vous voulez faire, qui ont essayé et qui ont échoué, voire même pire, qui ont abandonné. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. Il y avait encore un point sur lequel je voulais rebondir, c'était l'aspect carapace. Tu disais, voilà, j'étais introvertie quand j'étais plus jeune, et puis on se construit aussi une carapace au niveau émotionnel. Ouais. Et puis tu étais quand même quelqu'un qui est très dans le contrôle. Je le suis assez aussi, même si je fais je fais des efforts. En tant qu'homme, justement, avec un grand H, je trouve qu'il y a beaucoup de, pas de masculinité, parce que je veux vraiment pas que ce soit pris dans le mauvais sens du terme, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de, même dans tes invités podcast, beaucoup de mecs, dans l'équipe, il y a beaucoup de mecs. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat, même si, grande surprise, on a quand même un peu plus que 40% Ouais, des femmes, hein. je suis sûr, Ouais. ouais. Moi, j'étais étonnée. Après, j'espère que Mhm. c'est pas juste des mamans à la maison qui lancent des tout petits side business à côté. Mais aujourd'hui, on va de plus en plus vers des leaderships plus ouverts, plus, tu sais, féminins, plus dans l'émotion, dans le feedback 360, dans la bienveillance, dans les soft skills, euh, dans tout ce côté un peu plus rond, en rondeur. Toi, t'en penses quoi de cet aspect où la carapace, en fait, il faut il faut la laisser s'ouvrir aussi, y compris en tant que leader, pour pouvoir rentrer aussi dans les émotions du manager, pour pouvoir être vraiment dans cette authenticité, cette naturalité. Tu t'en penses quoi sur
cette vision du leadership un peu plus féminin. Plusieurs éléments dans ta question. Désolée, je fais toujours des questions à rallonge. J'essaie de me corriger aussi pour les gens qui nous écoutent et qui me disent parfois, mais Esther, tes questions durent 2 minutes. Non, mais elle est intéressante, c'est juste que je vais essayer de répondre à tous les éléments. Le premier point, merci de mettre en lumière le fait qu'il n'y a pas assez de femmes dans l'entrepreneuriat, ou tout du moins mise en lumière dans l'entrepreneuriat. C'est aussi pour ça que j'étais super content d'avoir ton invitation et puis d'être présent ici, parce que bah, si ça peut permettre de mettre en lumière ce que vous mettez en place, ce que vous faites, et puis de donner envie aussi à d'autres femmes de se lancer, parce que souvent on le voit, hein, c'est statistique, vu qu'on est dans la thématique des statistiques ici. On va en parler Euh, après, hein, Danilo. avec plaisir. Souvent, les femmes, on s'identifie à d'autres femmes pour oser aussi se lancer. Donc, je pense que tu montres très bien l'exemple en prenant la parole. Et puis, c'est génial. Euh, pour être concret, sur le déclic, on a beaucoup de peine à trouver des femmes pour les inviter. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on a de la peine. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, elles ont une certaine, comment dirais-je, humilité ou timidité, ou j'ai peut-être pas le terme approprié et je m'en excuse, mais elles ne veulent pas forcément s'exposer et parler de leurs chiffres, parler de leurs résultats, parler de leurs réussites ou parler de leurs échecs. Euh, Premier point, en tout cas c'est ce qu'on a pu voir et constater lors des discussions et échanges qu'on a pu avoir avec certaines. Deuxième point, vu qu'elles n'en parlent pas beaucoup, elles sont difficiles à trouver. Alors que les hommes, eux, il y a de plus en plus de personal branding, donc c'est assez simple, ils ont une volonté d'être dans les médias, ils ont une volonté de prendre la parole, ils ont une volonté d'être exposés, c'est souvent eux qui sont aussi sur scène, etc. Donc il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que, pour donner des stats clairs, il y a de ça 5 ans, dans nos programmes d'accompagnement, on avait 5% de femmes. C'est vraiment très peu. Euh, 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, on était monté à 15% de femmes. Aujourd'hui, on est presque à 40% de femmes. Donc on a quand même x8 en l'espace de 4-5 ans. Ce qui est énorme et ce qui, je pense, retranscrit, donne 2 indicateurs. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent se lancer, qui osent se faire accompagner et qui veulent avancer et développer. Et je trouve ça absolument génial. On a de plus en plus. Nouvelle génération aussi. Exactement. Et en plus de ça, on a de plus en plus de success stories parce qu'on constate que les femmes sont, je ne veux pas faire de généralité, mais quand même plus studieuses, plus cadrées en général que nos Mieux amis, organisées. les hommes mieux organisés. Non, mais c'est vrai. Alors que les hommes, par contre, osent beaucoup plus passer à l'action. Des fois, même sans réfléchir, peu importe, et se prendre un mur. Mais c'est complètement différent. C'est des énergies, voilà, une énergie féminine, une énergie masculine. On va pas forcément épiloguer sur le sujet, mais c'est des énergies qui sont différentes, complémentaires. On a besoin des deux pour entreprendre. Et ça viendra répondre à ta deuxième question. Ouais, c'est un plaisir de pouvoir les accompagner. Et nous, on a dû mettre en place des choses dans notre marketing qui étaient un petit peu moins testostéronées, on va dire, et un petit peu plus émotionnel, sensible et adapté finalement à un message qui parle aux hommes et aux femmes. L'autre point, c'est on a besoin d'être assez holistique dans notre approche quand on entreprend. Typiquement, être un entrepreneur, c'est être un fonceur, mais c'est aussi pouvoir réfléchir. Être un entrepreneur, c'est savoir prendre des décisions même difficiles et se confronter à par exemple un licenciement, mais c'est aussi faire preuve d'empathie et de compréhension et être un bon manager. Et le leader versus le manager, c'est quand même deux choses et deux compétences complètement différentes. Donc il y a plein d'exemples comme ça qui démontrent qu'il faut un yin, il faut un yang. Et quand tu es seul en tant qu'entrepreneur et que tu n'as pas forcément un associé ou des équipes, etc., bah, tu te dois d'endosser les deux rôles. Donc d'une part, la femme, elle va devoir aller chercher une certaine énergie plus masculine pour pouvoir s'imposer, véhiculer une image, une vision, une stratégie, etc. Et d'autre part, un homme va réussir et devoir aller chercher une certaine sensibilité et casser cette carapace qu'on a. Et à mon sens, encore plus quand on crée du contenu sur les réseaux, aujourd'hui, tu te dois d'être authentique, tu te dois d'être entier. Parce que tu peux éventuellement mettre un masque si tu fais 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos. Mais si comme moi, tu as fait 5000 vidéos sur les réseaux, que tu en tournes tout le temps, que tu fais des podcasts comme ici à chaque fois, que tu fais des séminaires, au bout d'un moment, tu deviens schizophrène si tu commences à t'inventer une histoire, un rôle, un masque, etc. Et moi, pendant longtemps,
j'étais vraiment, vraiment, vraiment dans le contrôle. J'avais vraiment une carapace et j'étais genre une machine littéralement. Et il y a plein de choses dans mon quotidien, des déclics via des personnes, via des choses, via des éléments de la vie qui ont fait que je me suis de plus en plus ouvert et qui aujourd'hui font que je suis juste moi-même. Euh, T'es que plus ce- chill par rapport à je ça. suis plus chill, plus détente, que ce soit avec la caméra allumée comme la caméra éteinte, mon énergie n'a pas changé. Je reste Alec que tu as accueilli tout à l'heure. Et puis, euh, et puis, je pense que c'est le plus important. Et soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et ça t'a aidé aussi, cette ouverture, justement, à bien t'entourer, à structurer, à davantage déléguer. C'est une bonne question, complètement, ça m'a beaucoup aidé, parce que du coup, tu as une autre approche aussi du regard des autres, tu as une autre approche du perfectionnisme, du fait d'être contre le fric et autres, et tu comprends que ta valeur, ton temps, tes priorités ne sont pas à mettre ici. Donc oui, ça m'a aidé pour ça. Et le deuxième point, ça m'a aidé aussi à me connaître moi-même. Typiquement, pour donner un exemple très concret, je suis un très mauvais manager. En tout cas, je m'estime être un très mauvais manager. Certains diront le contraire, mais moi, je m'estime objectivement être un mauvais manager. Par contre, je suis un excellent leader. Et c'est complètement différent. Donc, j'ai recruté quelqu'un qui est un très bon manager pour complémenter, justement. Et ça, je pense que c'est hyper important. À l'école, moi, j'ai détesté le système scolaire pour ça, parce qu'en fait, on va pas te féliciter et t'aider à amplifier les notes, enfin les compétences et les domaines dans lesquels tu vas faire 6, 5, 5 ou autre. Mais par contre, on va dire, ah, là, tu as eu 3,5, Hmm. il faut que tu aies 4 pour être dans la moyenne. Ouais. Et c'est ça ce truc, être dans la moyenne. Mhm. Et beaucoup de gens se concentrent et pensent qu'ils doivent être bons un petit peu partout, être dans la moyenne, et essaient de compenser des choses là où ils sont pas bons, là où ils aiment pas, etc. Alors qu'ils devraient supprimer ça, le donner à quelqu'un d'autre. Il y a plein de gens qui sont très très bons en maths lorsque vous êtes nul en maths. Et si vous êtes excellent en géographie, eh ben, mettez-vous à fond dans la géographie, peu importe. Si c'est votre kiff, si c'est votre passion, si c'est votre envie. Là, je parle de notions scolaires, mais si on revient à l'entrepreneuriat, imaginons qu'on est absolument nul en vente, c'est pas un problème. Votre objectif, c'est pas d'être le meilleur vendeur de votre entreprise, c'est de faire en sorte que vos produits se vendent et que des clients que vous avez envie d'aider achètent. Donc, mets en place un système, mets en place la bonne personne. Ou si tu ne peux pas au début, essaie de compenser comme tu peux, mais le plus rapidement possible, sors de ça et concentre-toi là où tu es bon. Si par exemple, toi, ton truc, c'est le produit et que ton produit, tu veux en faire un banger, le meilleur produit du monde par rapport à ton industrie. Et donc, tu focuses là-dessus. Et ça, je pense, c'est hyper important. Pour rebondir sur les chiffres aussi du sondage, moi, il y avait un point sur lequel je voulais... Est-ce qu'il croit au sondage déjà d'abord, peut-être Danilo? Parce qu'hier, il y a eu une petite remarque dans la masterclass où tu disais: Ah, j'ai reçu les résultats d'un sondage mené auprès de 300 entrepreneurs. Ouais. Et il y a un chiffre qui m'a bien fait rire, c'était que la moitié des gens mettent en numéro un que ce qui est le plus important dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir pas structurer, bien s'organiser Ouais. et prioriser. Mhm. Alors je me suis dit, bon, si ça l'a fait rire, soit c'est une mauvaise nouvelle pour l'image des études et des sondages, ou soit tu as été surpris. Enfin déjà, c'est quoi ta vision des sondages au Euh, global? Ma vision des sondages, c'est que s'il est bien fait auprès du bon public, c'est hyper important. Moi, je suis très data-driven. Ok. Il n'y a que la data qui compte. On peut améliorer que ce que l'on mesure. Donc, on intègre les sondages, on intègre les KPI, les data dans tous nos business et auprès de toutes les personnes qu'on accompagne. Donc, j'y crois à 200%. Pourquoi ça m'a fait rire? Parce que euh, on revient sur... ça justifie la raison pour laquelle la plupart des gens ne réussissent pas. Ils se concentrent sur les mauvaises choses. Ils se concentrent sur des choses qu'on peut essayer de justifier pour rationaliser une incapacité à atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Et donc, on se dit que l'organisation, c'est la clé. Ah, il me faut une nouvelle méthode, il me faut un nouvel outil, il me faut une nouvelle tactique, une nouvelle stratégie, ou il me faut un autre truc. Alors qu'en soi, ce qui fait que ça fonctionne un business, c'est d'avoir un produit exceptionnel, c'est de satisfaire ses clients. On est dans une ère où aujourd'hui, tu évoquais le fait aussi que le marché était très concurrentiel. Oui, c'est vrai, il est très concurrentiel. Bah, comment se différencier? C'est pas en étant mieux organisé, c'est en comprenant vraiment son marché. C'est en étant différent, en étant unique, en créant un positionnement qui fait qu'on crée son propre océan bleu. C'est en mettant en place un système où c'est plus ta vente et ton marketing qui fait la différence, mais c'est ton produit qui fait ton marketing et ta vente. Et dans ce schéma-là, tu peux vraiment sortir du lot. Et la plupart des entrepreneurs vendent un produit. Or, ils devraient commencer à vendre une offre et créer une offre irrésistible qui fait que on se concentre sur les problématiques réelles, les douleurs, les bénéfices recherchés par son client
idéal et non juste un client comme ça qu'on a imaginé et qu'on s'est dit, ouais, lui, ce serait pas mal, mais vraiment son client idéal, et travailler sur quelque chose où toute personne sensée se sentirait vraiment bête de ne pas saisir l'opportunité de travailler avec vous. Et ça, c'est hyper important, je pense, de le comprendre et de le mettre en lien. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce qu'en soi, c'est plus facile de justifier son échec sur des choses qu'on pense pouvoir maîtriser, plutôt que de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Et c'est beaucoup plus simple de mettre en place une méthode Pomodoro ou acheter une nouvelle formation de productivité ou écouter un podcast sur le sujet, que de se concentrer sur le fait de créer un produit exceptionnel. Tu parlais là justement du fait qu'il y a un marché concurrentiel, enfin des marchés concurrentiels. On leur a demandé le plus gros frein pour, enfin, qui les freine dans l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Ce qui revenait en premier lieu, c'était justement le marché concurrentiel à 41%. Tu parles là justement de créer son propre océan bleu, etc. Comment dans l'accompagnement, on arrive à justement pouvoir créer un positionnement qui est un peu unique. Toi, tu parles aussi dans ton accompagnement. Il y a de plus en plus d'accompagnement quand même qui est proposé, que tu as réussi à créer une structure, un produit qui est unique et pour toi, vous n'avez pas forcément de concurrence. Dans votre accompagnement, comment est-ce que vous arrivez à mettre ça en place? Tu parlais avant, par exemple, d'un paysagiste ou L'Ocle. J'imagine qu'il y a d'autres paysagistes dans la région. Comment est-ce que, typiquement, un client comme un paysagiste au L'Ocle, on arrive à lui créer un positionnement unique qui est, qui va limiter sa concurrence? Ouais. Plus un marché est saturé, plus il devient sophistiqué. Et donc, plus il est sophistiqué, plus il va falloir faire preuve de granularité dans son approche, dans son message, dans son marketing et dans son offre pour pouvoir se différencier. Et c'est justement, comme je l'évoquais, un de nos plus gros problèmes, c'est que entrepreneurs.com, tu parles à tous les entrepreneurs. Donc, tu parles à personne. Parce que on peut tous se sentir un peu entrepreneur. C'est quoi entrepreneur? Est-ce que c'est le freelance? Est-ce que c'est le patron de boîte côté? Est-ce que c'est la TPE, la PME, le TI? On ne sait pas. Et donc, c'est hyper important dans ton message, dans ta promesse, dans ton approche, de progressivement faire preuve de granularité et puis même d'aller chercher des gens différents en publicité, etc. Donc nous, par exemple, lorsqu'on fait des gros événements comme là, il y a de ça quelques semaines, on va lancer par exemple 700 à 800 publicités différentes sur des audiences différentes, sur des landing pages différentes. Et pour autant, on aura la même structure de conférence en ligne, mais on va avoir une approche également différente et leur montrer qu'on a pu aider plein de gens. Et par contre, pourquoi on met en place les candidatures et pas juste un appel ou un clic achète? C'est vraiment parce qu'on veut connaître la personne qu'on aura au bout du fil. Lorsque tu as un appel avec un membre de notre équipe, tu comprends l'approche personnalisée. Et si tu es paysagiste dans ton exemple, bah, on va te parler comme un paysagiste. On va pas commencer à te parler de trucs que tu évoquerais à un SaaS, à un Zapier logiciel. directement, voilà. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est hyper important. Donc, je pense qu'il faut vraiment, et tu l'as dit, c'est le positionnement unique, comprendre son avatar, comprendre à qui on s'adresse spécifiquement. Et au départ, il ne faut pas essayer d'en avoir plusieurs. C'est vraiment un avatar, une offre, un canal d'acquisition, un canal de conversion et un système pour optimiser la lifetime value, tu l'évoquais tout à l'heure, derrière. Et juste ça, ça suffit dans n'importe quel domaine à faire 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions de chiffre d'affaires. C'est un peu comme quand on fait nos sondages qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, tu vois, quand on faisait une étude auprès des personnes qui travaillent dans l'hôtellerie, bah, il fallait qu'on ait des campagnes hyper dédiées métiers et puis qu'on arrive à faire cliquer des gens sur des spécificités métiers. Complètement. Tu parlais avant d'avoir plusieurs messages, du coup, enfin, avec la structure que toi tu as, les possibilités que tu as la possibilité justement de déléguer, d'avoir des personnes qui s'occupent de ces campagnes pour essayer d'attirer le maximum de personnes. Comment est-ce qu'une personne peut passer au step supérieur et puis, avec le temps, avoir pas seulement un avatar, mais 2, 3, 4? Comment est-ce que la croissance se passe un petit peu? Bah, déjà, si on parle purement de marketing, vu que tu l'évoques ici avec les messages, etc., faut comprendre qu'on s'adresse majoritairement à des Suisses, ici, qui plus est des Suisses romands. Avec, franchement, quelle que soit l'industrie, 10 à 30 000 francs par mois de publicité sur Meta et Google. Donc Meta, c'est Instagram et Facebook. Google, c'est Google Search et YouTube. Pour ne citer que, toute la Suisse romande t'a vu. Sur 2 Ah oui, semaines, puis c'est tout petit, quoi. toute la Suisse Ouais. romande t'a vu. Avec un budget pareil, Voilà, tu je m'étonnes. pense que tu m'as déjà vu faire des pubs, mes pubs passer sur les réseaux, pareil. Voilà, au-delà même des réseaux sociaux directs. Donc ça va assez vite. Donc même avec, si ta zone de chalandise, c'est un canton
ou quelques villes autour de chez toi parce que tu as un business physique, 500 francs, 1000 francs par mois, c'est bon. Tout le monde t'a vu plusieurs fois, ton taux de répétition, tu peux faire plusieurs campagnes, etc. Ça, c'est le premier point. Donc, pas besoin de faire appel à des agences extérieures qui vont vous coûter plus cher même que le budget global de vos campagnes pour monitorer votre budget. Il s'agit juste d'identifier plus ou moins l'audience avec un sexe, un âge et éventuellement quelques intérêts. Même pas besoin des intérêts aujourd'hui, l'algorithme de Facebook est tellement poussé qu'il n'y a même pas besoin des intérêts en réalité. Premier point. Deuxième point, ce qui compte, c'est le bon message, donc le Tes hook, taglines, l'approche, ouais. le tagline exactement, et puis un bon copywriting. Aujourd'hui, tout le monde a 18 francs à investir dans ChatGPT. ChatGPT, on peut créer des GPTs. Ça aussi, c'est un lifesaver, non? C'est un lifesaver énorme. Ça change absolument tout. Il y a des tutos sur Internet qui vous expliquent comment ça fonctionne. ChatGPT lui-même vous expliquer comment il fonctionne. Et on peut créer des outils qui vont nous aider à faire du copywriting, à gérer nos publicités, nos publications, nos campagnes publicitaires et nos budgets mieux que 99% des agences marketing aujourd'hui. Et elles-mêmes utilisent aujourd'hui ChatGPT dans tous les cas. Si vous voulez aller encore plus loin et pas utiliser ChatGPT, le meilleur copywriter en termes d'IA, un des meilleurs, c'est Claude. Ça marche très très bien aussi, claude.ai. Et ça coûte pas cher non plus. Et puis ensuite de ça, on en revient au même. C'est compréhension de notre avatar et réussir à mettre en place un tunnel. Parce que c'est bien beau d'être vu, mais si on est juste vu, ça ne sert pas à grand chose. On le voit, il y a des gens qui sont créateurs de contenu, font des millions de vues et ne font pas d'argent. Par contre, ce qui est bien, c'est d'être vu même par peu de gens et réussir à faire beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup d'argent. Faites des études de marché en Suisse romande. Ben oui, carrément, faites des études de marché. D'ailleurs, l'étude de marché, c'est hyper important quand tu veux te lancer. C'est une des règles numéro 1 que nous, on partage depuis très longtemps. Oui, mais tu sais, nous, on avait lancé un service qui s'appelle Startwise, Ouais. startwise.ch, justement pour les gens qui veulent se lancer. C'était tant les étudiants que les jeunes entrepreneurs ou moins jeunes, les gens en reconversion. Mm. Et puis, ça n'a pas marché. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que je faisais pas de pub sur Google Ads et Non. Meta. Parce que les gens ne perçoivent pas la valeur. En fait, quand tu te lances, et ça peut être une bonne règle Et marketing, pourtant, c'était à 990. On perdait de l'argent parce qu'on voulait aider les gens. Et même Mais- le prix, tu vois. ça pourrait être à 90 francs. Ils ne l'auraient pas acheté non plus. Ils ne perçoivent pas la valeur. Les gens n'aiment acheter que des stéroïdes ou des antibiotiques. C'est une règle marketing de base. Stéroïdes égale je t'aide à accélérer, à faire plus, à croissance. Ouais, mais connaître ton Je marché. pose, j'avance. Antibiotiques, je suis dans la douleur, j'en peux plus, je vais, tac. Il me faut quelque chose. Il me faut quelque chose, tu vois. Donc, c'est hyper important de le comprendre. Et quand tu es juste sur études de marché, par exemple, le package marketing devrait être changé pour être plus sexy et parler de stéroïdes. Je te donne un exemple très concret. Quelle est la douleur, ouais. Je t'aide à faire une étude de marché, bla 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 bla. Honnêtement, c'est bien, le produit doit être exceptionnel, mais tout le monde s'en fout, personne ne va l'acheter. Par contre, si grâce à ça, tu leur permets de comprendre que c'est une garantie ou en tout cas une certitude supplémentaire quant au fait qu'ils ne vont pas perdre De des l'argent. semaines, des Ouais, mois, mais on de l'a mis, l'argent. ça. Oui, mais il faut améliorer le package marketing en termes de copywriting. On vend plus une étude de marché, on vend un package qui te permet vraiment de te positionner, vraiment d'aller chercher, d'être sûr que Minimiser ton les risques projet, quand tu te lances, minimiser que ça les risques, marche. optimiser C'est le fait d'être rassuré qui... exactement ta capacité à pouvoir aboutir à ce projet. Et ça, c'est hyper important de comprendre le bénéfice qu'on va apporter et les problématiques qu'on va solutionner. Donc, en soi, c'est un peu comme Ouais, on devrait peut-être le relancer. Toi, ça date d'il y a 5 ans, hein, donc c'est vrai que... le relancer, le packager différemment ou faire autre chose, peu importe. Mais c'est comme, tu vois, les gens achètent des abdos saillants pour l'été, des fesses bombées ou des gros pecs. Ils n'achètent pas le fait d'aller à la salle et de manger du brocoli. C'est exactement, là, tu as vendu le brocoli en fait. Ce qu'il fallait vendre, c'est les fesses bombées ou les abdos. Du marketing de nouveau. C'est du marketing, Mm. c'est du positionnement, c'est du marketing. Et d'ailleurs, encore une fois, quand on est entrepreneur, on veut que tu sois un super marketeur, mais on veut aussi que tu sois un super vendeur, mais on veut aussi que tu sois un super financier, mais on veut aussi que tu sois un super manager, mais on veut aussi que tu sois... Et il y a des centaines de casquettes qu'on veut te mettre sur la tête. Pour autant, toi, déjà juste, tu es bon dans ton métier. Tu fais, dans ton qui est cas, bi- par exemple, ouais. des stats, et c'est déjà exceptionnel. C'est déjà exceptionnel d'être bon dans son métier. Donc, il faut être accompagné, que ce soit par des boîtes comme entrepreneurs.com, tu cites IO, etc. Et franchement, génial.
ou même des gens dans ton entourage, des masterminds, des comités d'entrepreneurs, faire marcher le cerveau collectif même dans les équipes, utiliser ChatGPT, être curieux, écouter des podcasts comme celui-ci, c'est pour ça que j'adore l'initiative. C'est hyper important de s'ouvrir l'esprit et puis de pouvoir avancer comme ça. Sinon, t'avances pas, quoi. Merci Alec, on arrive déjà au terme du podcast. Merci. Un dernier conseil peut-être à donner aux personnes qui nous écoutent et qui sont en Suisse romande et qui n'osent pas ou qui hésitent à se lancer, mais qui ont ce potentiel, qui ont ce feu en eux. Je dirais que malheureusement, peut-être en Suisse, tu vois, il y a un gros inconvénient, c'est qu'il y a un certain confort. Tu vois, en On est Suisse, bien. Tu sais, on moi, est je viens de la bien. Belgique, je suis arrivée en 2003 en Suisse, je n'ai Ah plus oui. bougé. Hein. Bah oui. J'ai plus exploré le monde après 3 ans à Londres, je suis arrivée ici, c'est terminé, quoi. Ah, Je mais bouge c'est plus. sûr. La Suisse, c'est un petit paradis, C'est vrai. en tout point, tu vois. Mm. Que ce soit, voilà, tu as un bon système de santé, tu as un bon système politique, tu as une très bonne monnaie, c'est très Puis c'est stable, beau, c'est les paysages beau, sont beaux, tu gagnes bien ta vie, les gens sont gentils, les gens sont polis, les gens sont respectueux, tu te sens en sécurité quand même. Euh, donc, tu es dans une zone de confort. Pourquoi changer? Et c'est la raison pour laquelle, finalement, les gens n'osent pas. Pour plusieurs raisons. Regard des autres, certes, mais aussi finalement la douleur de la situation qu'ils vivent actuellement n'est pas suffisamment élevée par rapport à l'inconfort de perdre potentiellement ce qu'ils ont actuellement. Quand tu manges la merde tous les jours et que tu n'as pas d'autre choix que d'avancer, bah, tu te dis que tu n'as rien à perdre Mm. et que tu vas te donner les moyens d'y arriver. Quand par contre, tu as un confort, tu es tranquille, etc., et que tu trouves toujours une prochaine excuse pour voilà, ne pas te lancer, ne pas le faire, bah, derrière, il n'y a rien qui se passe. Et c'est pas un jugement que je porte auprès de ceux qui n'osent pas se lancer, parce que je suis rien ni personne pour juger, mais c'est juste un constat. Et je pense qu'il faut prendre une décision, soit accepter et arrêter de vivre dans l'illusion qu'un jour tu vas être entrepreneur et te lancer parce que ce sera jamais le bon moment. Si c'était pas le bon moment, le meilleur moment, on le sait, hein, c'était hier ou c'est aujourd'hui. Soit, eh ben le faire. Mais le faire réellement, à 100%. Bien sûr, si tu as des responsabilités, que tu es père de famille, mère de famille, que tu as voilà, des enfants, etc., et que tu dois payer un loyer, bah, tu vas avancer progressivement. Tu vas peut-être essayer de te mettre à 50%, ou faire ça sur tes week-ends, ou pas partir en vacances et travailler sur ton projet, essayer de valider les choses, puis remplacer ton salaire, etc., et puis avancer intelligemment. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, à brûler tous les bateaux, à tout arrêter du jour au lendemain. Et puis voilà, moi j'étais au pied du mur, j'avais pas d'autre choix que de réussir. Donc je me suis donné les moyens et puis j'étais prêt à tout coûte que coûte. Mais déjà juste oser se lancer, c'est déjà énorme. Et la plupart des gens, malheureusement, ne le font pas et vivent dans une sorte d'illusion et se rassurent en regardant des podcasts, en se disant que voilà, ils ont appris quelque chose, ou en consommant du contenu, en lisant un livre, et en ayant le sentiment d'avoir changé de statut et d'être un entrepreneur. Or, c'est pas la réalité. Il y a l'inspirationnel, l'aspirationnel, et puis il y a le passage à l'action. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Alec. C'était vraiment un plaisir. Merci, plaisir partagé. Merci.